Célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Le thème retenu est « La santé mentale est un droit humain universel » et c'est pour permettre de lutter contre la stigmatisation dont sont victimes ces malades. Bonne nouvelle pour les dialysés, bientôt 3 centres de dialyse seront opérationnels. Ces centres équipés d'appareils de dernière génération vont sans nul doute faciliter la prise en charge des malades. Le Stade malien de Bamako ne participera pas à la Ligue africaine de basket au Cameroun. Le champion du Mali de basketball a signé forfait et l'annonce a été faite au cours d'un point de presse ce matin. L'anémie, on en parlera en fin de journal, à cette maladie qui provoque une baisse de la quantité de globules rouges dans le sang. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce 20h et bienvenue sur ORTM1. À l'ouverture de cette édition, célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Cette célébration permet d'intensifier la sensibilisation autour de cette maladie et lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les malades. La santé mentale est un droit humain universel, c'est le thème de l'édition 2023. Les détails avec Batraoré. Le coût du traitement, les médicaments sont très chers. Et il n'y a pas de couverture d'assurance pour couvrir ne serait-ce une partie de ces dépenses-là. Ces propos sont ceux d'une mère dont l'enfant de 34 ans souffre de maladies mentales. Tout comme l'enfant de cette dame, beaucoup de personnes au Mali sont frappées de ce mal qui est pourtant curable dans bien des cas selon les spécialistes. Pour ce faire, le service psychiatrique de l'hôpital du Point G et ses partenaires, l'IMC, c'est-à-dire le Corps médical international et l'USAID intensifient la sensibilisation à travers la Journée mondiale de la santé mentale. Cette célébration a lieu le 10 octobre de chaque année. Le thème de la Journée mondiale de la santé mentale pour 2023, la santé mentale est un droit humain universel, nous offre l'opportunité de faire un plaidoyer afin de permettre la mobilisation des ressources nécessaires pour réduire les inégalités d'accès à la santé et à la santé mentale en particulier sur l'étendue du territoire national. La santé mentale est un droit humain fondamental pour nous tous. Cela signifie que toute personne a le droit au meilleur état de santé mentale possible, sans discrimination ni exclusion. Cela implique aussi le droit d'être protégé contre les risques pour la santé mentale, le droit de bénéficier des soins accessibles, acceptables et de bonne qualité. Le chef du département en charge de la santé s'est dit conscient des défis à relever. Aussi, la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé mentale devrait permettre de rendre plus accessibles les soins aux populations. Nos services travaillent par ailleurs à mettre en œuvre des systèmes de gestion des addictions et à réduire les risques face à la détérioration de la santé mentale. Le département continuera de soutenir le renforcement des capacités professionnelles du domaine dans la prestation de santé mentale par une formation continue et une supervision constante, ainsi que le renforcement des infrastructures permettant de fournir des soins adéquats de santé mentale. La visite des stands où sont exposés des produits contre le mal a été le dernier temps fort de cette cérémonie d'ouverture. Visite à des personnes âgées, remise de kits alimentaires et d'ambulances médicalisées, c'est l'agenda de la ministre de la Santé et du Développement social en visite dans la région de Sikasso et c'est dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Moustapha Doumbia, Salimata Ndao, Amadou Dolo et Abou Kone sont nos reporters. C'est au total 300 sacs de mil de 50 kg, 300 bidons d'huile de 5 litres et 300 cartons de pâtes alimentaires que la ministre de la Santé et du Développement social a remis à la population de la région de Sikasso des kits alimentaires destinés au cercle de Sikasso, Kadjolo, Kinyan et Niena. C'est dans le cadre de la 28e édition du mois de la solidarité. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, au nom de son premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, au nom de tout le gouvernement, au nom du Conseil national de la transition, de toutes les institutions qui ont tout fait pour que ce mois se passe très bien pour tous les Maliens. On a pu atteindre les vraies cibles parce qu'il y a eu une étude qui a été faite, on a envoyé des précurseurs. Les localités de Kinyan et Niena bénéficient chacune de 60 kits
Sikasso et Kadiolo reçoivent respectivement 100 et 80 kits. Les services locaux du développement social sont chargés de la distribution des vivres. Au nom de toute la population de Kadiolo, nous remercions la ministre de la Santé et du Développement social pour cette donation. C'est un moment où les céréales ne sont pas tout à fait récoltées. Chaque sac symbolise la solidarité et l'empathie de Madame la ministre envers ceux qui traversent des périodes difficiles. Ces initiatives ne sont pas seulement des actes de bienveillance, mais des investissements dans un avenir où la compassion et la santé prospèrent à Sikasso. La remise des kits alimentaires est couplée à celle d'une ambulance médicalisée au district sanitaire de Sikasso, un appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis le début de la transition, les plus hautes autorités ont toujours voulu que le Malien soit au centre de toutes nos préoccupations. Cette ambulance, pour aider les populations de Sikasso, pour soulager les souffrances des populations de Sikasso. Avant l'étape de Sikasso, la délégation ministérielle a aussi visité le centre de santé de référence de Niena, où elle a échangé avec les personnels pour s'enquérir des réalités. Actuellement, à Niena, il n'y a pas d'électricité continue. Donc, les blocs fonctionnent avec un groupe électrogène. À ce compte de la maternité, je crois que là-bas aussi, les femmes bien en accouchement, ça trouve que nous n'avons pas souvent le courant. Le groupe n'est pas allumé. Plus de ça, au niveau du laboratoire, nous avons un souci d'appareil pour faire les examens. À Niena, tout comme à Sikasso, la ministre et sa délégation ont rendu visite aux notabilités ainsi qu'à des personnes âgées. Pour Niena, c'est la personne la plus âgée, Ba Koumele Diallo, 111 ans, qui a reçu la visite. À Sikasso, c'est Kadja Diara, 107 ans, l'une des personnes les plus âgées du Kénédougou, qui a fait des bénédictions pour la transition. Nous restons dans le cadre de remise de dons. La Fondation Orange Mali fait un geste aux personnes démunies. Des vivres et des non-vivres d'une valeur de 60 millions de francs CFA ont été distribués. Reportage Youssouf Diakité. La Fondation Orange Mali matérialise une fois de plus sa solidarité en faveur des couches dans le besoin. 60 millions de francs CFA, c'est la valeur du don qui vient d'être remis aux bénéficiaires. C'est dans la mouvance de la réalisation des activités programmées pour le mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Membre à part entière du Conseil national de l'action humanitaire, la solidarité n'est pas restée en marge des actions de la Fondation Orange Mali, avec la volonté commune de repousser au plus loin toutes les fragilités qui peuvent hypothéquer l'avenir social de nos concitoyens. En ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, la présente cérémonie constitue la meilleure occasion de manifester notre solidarité grandissante en faveur des couches vulnérables du Mali. Pour soutenir cette initiative de la journée de la Fondation Orange, les membres du gouvernement ont effectué le déplacement, notamment le ministre de la Santé et du Développement social qui invite la Fondation Orange à multiplier des initiatives du genre après avoir salué la démarche. En nous réunissant ici pour soutenir la cause de nos concitoyens fragiles, la Fondation Orange respecte sa tradition d'œuvrer toujours aux côtés de l'État sur différents chantiers du développement de notre pays. En effet, Monsieur le Président de la Fondation Orange, à chaque édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, votre institution a répondu présente en ciblant sa journée de solidarité pour alléger les souffrances et redonner espoir à des milliers de personnes. Pour mémoire, les interventions de la Fondation Orange sont essentiellement basées sur la santé, l'éducation conventionnelle et numérique, la culture et la solidarité. Pour 2023, plus de 800 millions de francs CFA sont programmés pour la réalisation de ces différentes activités. Et cette bonne nouvelle, et je le disais dans les titres, 3 nouveaux centres de dialyse seront bientôt opérationnels dans le district de Bamako, un à Lafiabougou, un au génie militaire et un au quartier Mali. Ces réalisations vont énormément faciliter la prise en charge des dialysés. Les bâtiments sont ultra modernes et équipés de matériel de dernière génération. À noter que c'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Plus de détails dans ce reportage de Al Jumatina.
Véritable bouffée d'oxygène pour les malades dialysés en vue de leur prise en charge. 3 centres de dialyse flambant neufs construits dans le district de Bamako dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, vont bientôt être opérationnels. Il s'agit du centre de dialyse de Lafiabougou R+2, le centre de dialyse du génie militaire R+1, ainsi que le centre de dialyse des quartiers Maliche, également R+1. C'est des centres qui sont presque prêts à démarrer parce que les machines, vous voyez déjà, les machines sont toutes installées. Le traitement d'eau est fonctionnel et on attend juste la décision au niveau assez élevé pour commencer les travaux. Un sentiment de satisfaction. Dans la mesure où ces centres de dialyse-là vont constituer vraiment une source médicale pour la prise en charge de grand nombre de patients en besoin de dialyse aujourd'hui. Établissements sanitaires de grande portée, les différents centres de dialyse répondent aux normes internationales avec les commodités nécessaires. Les bâtiments disposent du matériel ultramoderne de dernière génération. Bref, tout ce qu'il faut pour assurer la parfaite prise en charge des malades. C'est là grâce au leadership du président de la transition à travers ses œuvres sociales. On a des machines ici, je peux dire, qui ne sont même pas dans certains pays de la sous-région. C'est une première d'abord au Mali. Et ça fait aussi que le grand nombre de machines, les 55 Nipro que nous avons aussi, c'est des machines toutes neuves aussi. Ça, c'est aussi la particularité. Toutes les machines sont neuves. Donc on a un parc aujourd'hui d'environ une trentaine de machines, donc qui nous permettra d'assurer la prise en charge de minimum 100 patients par centre. En visitant les lieux de dialyse, on se rend compte immédiatement du rôle que vont jouer ces 3 centres de dialyse. Chacun dispose d'une salle de traitement d'eau, d'une salle de dialyse VIP, d'une salle d'urgence, d'une salle de soins, de cathéters et d'une grande salle dotée de systèmes d'oxygène en cas d'urgence, contenant 7 fauteuils mais extensibles à 10. Concernant la capacité de prise en charge, elle se fera progressivement selon les spécialistes, qui se réjouissent du nombre de malades qui sera pris en charge par jour. D'ores et déjà, certains personnels sanitaires ont été formés au Maroc pour la circonstance dans le cadre des œuvres sociales. La prise en charge de la maladie rénale est un véritable problème dans notre pays depuis des décennies. Et ces 3 nouveaux centres vont énormément soulager les malades dialysés. Le Mali célèbre ce 31 octobre la journée mondiale des villes sous le thème « Financer un avenir urbain durable pour tous ». Et avec l'urbanisation galopante, les autorités du pays ont entrepris des travaux d'envergure pour atténuer les effets collatéraux. Le décryptage du discours du ministre de tutelle avec Boubacar Kanouté. Institué en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution ARS 68-239, la célébration de la Journée mondiale des villes a pour objectif de promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale. Autre objectif, faire progresser la coopération entre les États afin de saisir les opportunités et relever les défis de l'urbanisation, afin de contribuer au développement urbain durable. La Journée mondiale des villes est l'occasion de se pencher sur le rôle essentiel que jouent les villes dans le développement durable. En tant que moteur de la croissance économique et de l'innovation, les villes sont la clé de la réalisation de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable des Nations unies. Elles sont également en première ligne face aux problèmes complexes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la crise climatique, des inégalités croissantes et de la polarisation politique. Nos villes sont confrontées à d'énormes défis tels que la croissance rapide de la population urbaine. Pour une urbanisation canalisée, gage de développement harmonieux, les autorités de la transition travaillent d'arrache-pied pour transcender les défis du moment. Sous le leadership du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement s'est investi pour la résilience économique de nos villes dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de la formation, de l'innovation, de la gestion d'un environnement durable et de l'inclusion sociale. Ces réalisations sont essentielles à l'amélioration de la qualité de vie des habitants des villes. Le Mali est résolument engagé à atteindre les consignes dans le nouvel agenda urbain, a martelé le patron du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population.
Parlons également de ce partenariat entre l'Agence nationale pour l'emploi et Vision Femmes du Mali. Ce partenariat va sans nul doute favoriser l'autonomisation des femmes et réduire le chômage en milieu semi-urbain. Et pour atteindre cet objectif, des kits d'installation ont été remis à 250 femmes. Reportage Abibatou Koyan-Diakité et Djeli Makandiabate. Ces 250 femmes maliennes sont désormais dotées de kits de saponification, des séchoirs, bref, des kits d'installation octroyés par l'ANPE pour leur épanouissement. Joyeuse parce que nous assistons au lancement de l'opération promotion de l'emploi semi-urbain qui permettra de créer des conditions favorables, de réduire le chômage en milieu semi-urbain, de favoriser nos produits locaux à travers la transformation et de favoriser l'autonomisation des femmes et des filles. Cette action de solidarité est l'aboutissement d'un travail collectif entrepris par l'ANPE et Vision Femmes du Mali depuis 3 ans dans le cadre de la formation insertion en agroalimentaire et saponification. Il s'agit de 250 emplois directs dans les corps de métiers comme coupe-couture, transformation agroalimentaire et tous les autres corps de métiers ici de filières porteuses, y compris même la coiffure, l'esthétique. Et à ce niveau-là, nous allons aussi renforcer les capacités des unités de production de ces femmes, de ces braves femmes, afin d'améliorer leur productivité et d'assurer l'employabilité de leurs membres. Le geste de l'ANPE et de ses partenaires s'inscrit bien dans le cadre du mois d'octobre, mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Un partenariat public-privé salué par les autorités compétentes. J'ose espérer que les activités génératrices de revenus que les femmes auront à mener à la suite de la formation et insertion de ce partenariat leur permettront de s'insérer durablement dans le tissu économique. Cette cérémonie symbolique, qui a lieu à un endroit symbolique, le musée de la femme Moussokunda, s'est achevée sur de bonnes nouvelles pour ces 250 femmes. 26e session ordinaire du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM. Plusieurs dossiers ont été examinés dont l'état d'exécution du budget de 2023. La structure est désormais mieux renforcée pour offrir des services de qualité aux assurés. Le point avec Al Jumatina. Établissement public à caractère administratif, la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM s'occupe de la gestion du régime d'assurance maladie obligatoire. La structure tient la 26e session ordinaire de son conseil d'administration. Une activité qui mettra l'accent sur plusieurs points, entre autres, l'examen et l'adoption du rapport d'activité de l'année 2023, ainsi que l'état d'exécution du budget 2023 au 30 juin 2023. Les recettes annuelles pour l'année 2022 se sont élevées à 87 milliards 974 millions 167 927 francs CFA. Le personnel a vu ses compétences renforcées grâce à des formations portant sur divers aspects. Cependant, il convient de noter que la mise en œuvre du programme d'activité 2022 a été confrontée à certaines difficultés. Quant au programme d'activité pour l'année 2023, il est bâti autour de 5 axes stratégiques conformément au plan de développement 2021-2025 de la CANAM. La mobilisation et l'allocation des ressources financières accrues en tenant compte des disparités, l'amélioration de la gestion financière du secteur, l'extension de la couverture des populations par les systèmes de protection sociale, le budget englobant toutes les sources de financement se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 99 milliards 267 millions 19 682 francs CFA, soit une augmentation de 13,46%. Cette session se tient à un moment où la CANAM est en train de se renforcer davantage en vue de couvrir l'ensemble du pays. On est allé dans la certification ISO 9001 version 2015. Vous savez, ça fait 2 ou 3 ans maintenant qu'on est en train de faire ce processus. Et Dieu merci, la CANAM a été certifiée ISO 9001 version 2015. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CANAM est là maintenant pour offrir des qualités de service. C'est pour que la CANAM puisse être très très forte et vraiment et pour que nous puissions suivre
les instructions du chef de l'État. Concernant les perspectives, la CANAM envisage la poursuite de l'opérationnalisation du RAMU, la création d'un lien avec l'INPS pour un meilleur accès aux applications informatiques, sans oublier la continuité de la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre la fraude. Aussi, la 20e session des filets sociaux du Gisemeiri s'est tenue, occasion pour les acteurs de faire le bilan de l'ensemble des activités réalisées avec un budget de plus de 80 milliards de francs CFA. Beaucoup de ménages à travers le pays ont bénéficié des prestations de Gisemeiri. On en parle avec Fadema Keita. La 20e session du comité de pilotage en cours en attendant de nouvelles perspectives est donc pour les acteurs une session d'évaluation du bilan des acquis, mais aussi des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme des filets sociaux du Gisemeiri. Des observations vont être apportées sur le rapport d'achèvement élaboré. Les principaux acquis de ce programme du Gisemeiri, on peut le résumer en 3 ou 4 rubriques. D'abord, c'est l'identification de plus de 100 000 ménages pauvres au Mali qui ont reçu un programme de transfert monétaire. Et cela a permis de soulager bon nombre de populations. Près de 20% des populations pauvres du Mali ont pu bénéficier des transferts monétaires de Gisemeiri. Le deuxième grand acquis aussi, c'est la mise en place d'activités génératrices de revenus. Plus de 30 000 activités génératrices de revenus ont été initiées dans les différentes régions du Mali. Pendant la durée du programme, une vingtaine de sessions et 3 sessions extraordinaires ont été organisées. Sur les 30 888 ménages bénéficiaires prévus, plus de 27 000 ont reçu leur allocation durant la période. Le programme a procédé au bouclage de la sous-composante mesures d'accompagnement sur les thématiques relatives à la santé maternelle et infantile, à l'allaitement et à l'alimentation des enfants et à l'éducation préscolaire. Ces thématiques ont été vulgarisées dans les secteurs de Bafulabe, Kenyeba, Kati, Kulikoro, Bougouni, Kadiolo, San Mopti et Djéné. Sur le plan financier, sur une prévision initiale approuvée par la Banque mondiale de 5 milliards 112 millions de francs CFA, les réalisations au 30 juin 2023 ont été de 3 milliards 435 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 67,20%. La richesse des échanges et la qualité des débats doivent servir de boussole pour une meilleure orientation du programme Gisemeiri. Parlons chiffres toujours, 68 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget 2024 du Conseil du district qui a tenu sa 4e session ordinaire, des travaux tenus par les 27 conseillers du district. Reportage à Benogo Fofana et Abdul Salam Bambara. Au cours de cette 4e session ordinaire, les 27 conseillers des 6 communes du district de Bamako examineront le rapport de la Commission des affaires économiques et financières, voteront la délibération sur le réexamen portant adoption des besoins nouveaux en personnel avant d'adopter le projet de budget 2024. Un projet de budget qui s'élève à plus de 68 milliards de francs CFA. Ce projet de budget de l'exercice 2024 vise essentiellement à améliorer et à consolider les acquis de l'exercice 2023 en cours dans les domaines ci-après. La mobilisation des ressources, l'assainissement, l'aménagement et l'embellissement urbain, la mobilité urbaine, la santé et l'hygiène publique, la formation, l'équipement des services de voirie, enfin la lutte contre l'insécurité routière. L'ouverture des travaux de cette 4e session a été mise à profit par la première adjointe du maire de rappeler aux 27 conseillers du district les difficultés rencontrées au cours de l'exécution du budget 2023. Il y a lieu de rappeler qu'à ce stade de l'exécution du budget de l'exercice 2023, qui a été fortement marqué par d'énormes contraintes au nombre desquelles on peut noter l'incivisme fiscal, le faible niveau de réalisation des recettes, la fermeture du poste de perception des taxes sur la route de Ségou et de Sikasso. Afin de donner à la mairie du district les moyens de ses ambitions pour le développement de la ville, Madame le maire invite la population à s'acquitter du paiement des impôts, taxes et redevances.
Et nous vous livrons à présent le contenu de ce communiqué. L'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal porte à la connaissance des Maliens établis dans les pays de la juridiction, notamment le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, que la révision annuelle des listes électorales au titre de l'année 2023 a débuté le 16 octobre 2023 à la Chancellerie à Dakar et se poursuit jusqu'au 31 décembre 2023. En conséquence, l'ambassadeur invite les ressortissants maliens résidant dans ces pays de la juridiction à prendre attache avec la commission de révision des listes électorales assise à la chancellerie en vue d'effectuer, selon les cas, les opérations d'inscription, les transferts et de radiation. Le mouvement national Mali Djobara était face à la presse. Le mouvement qui prône la paix soutient les autorités de la transition. Reportage Youssouf Diakité. Le mouvement national Mali Djobara est un mouvement qui milite essentiellement pour la paix, la cohésion nationale et la stabilisation définitive du pays. C'est dans cet esprit que le mouvement a fait appel aux journalistes pour lancer un message de rassemblement autour d'un idéal commun. Il nous faut indubitablement une nouvelle romance collective, un nouveau contrat social basé sur les valeurs humaines et fondatrices de notre pays, celle de notre Maya, héritée de nos devanciers, et progressivement engloutis par les antivaleurs, dont certains, hélas, se sont faits les perpétrateurs, honteux et même au plus haut sommet de l'État. Le chemin déjà parcouru par notre pays sous la transition est hautement admirable et nous redonne espoir à plus d'un titre. Toutefois, la route vers la paix, la sécurité, le développement harmonieux de notre pays, le bien-être et la justice pour tous les Maliens reste encore long et semé d'embûches multiples et multiformes. Il est du devoir de chaque Malien de contribuer à créer les conditions idéales pour la pérennisation des acquis dont notre pays s'est doté au cours de la transition sous la présidence et grâce à la vision, à la personnalité et au leadership du président colonel Assimi Goïta. Le président du mouvement national Mali Djobara estime qu'il est plus que jamais nécessaire pour le peuple malien de regarder dans la même direction pour atteindre l'objectif de développement tant recherché. C'est un devoir pour tout Malien de s'exercer pour que ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent pour continuer les projets qu'ils ont commencés. Parce que la question du Mali aujourd'hui, on est dans un problème sécuritaire. L'existence même de la nation malienne est en jeu. Donc le fait de venir et dire que nous soutenons Assimi, c'est un devoir. En réponse aux questions des journalistes, les intervenants ont apporté des éclaircissements, notamment celles relatives à la motivation réelle du mouvement qui est de contribuer à la construction d'une paix durable pour le peuple malien. En images, les missions de reconnaissance offensive menées par les FAMA ce lundi 30 octobre 2023 ont permis d'identifier plusieurs cibles terroristes aux alentours du village de Takalo dans le cercle de Kidal. Toutes les cibles identifiées ont été détruites par les vecteurs aériens FAMA. De telles opérations peuvent susciter des inquiétudes. C'est pourquoi les FAMA appellent les populations à rester vigilantes et à suivre les consignes de sécurité émanant des autorités compétentes. Unis, nous vaincrons. Conférence de presse de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL, c'est pour réagir à un communiqué de la Haute Autorité de la Communication AC. L'URTEL a tenu à apporter des clarifications sur la fermeture pour retard de paiement de la redevance de certaines radios membres. Mamadou Fani a suivi pour nous. En réponse à un communiqué de la Haute Autorité de la Communication HAC, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL, tient à apporter une précision. Ce communiqué faisait état de la situation de certaines radios libres du pays relative au paiement de la redevance. Il y a la question des redevances qui constitue une malcompréhension entre la Haute Autorité de la Communication et l'URTEL. L'URTEL n'a jamais dit de ne pas payer, mais nous avons évoqué un certain nombre de difficultés, notamment l'insécurité, la Covid-19, l'embargo et surtout le retrait des partenaires qui constitue un manque à gagner non seulement pour l'État, mais surtout pour les radios et télévisions
privée du Mali. On a demandé à la haute autorité de la communication de tenir compte de tous ces aspects pour accorder un moratoire de paiement aux radios et télévisions privées du Mali. À notre grande surprise, nous avons constaté sur le terrain qu'il y a un certain nombre de radios membres de l'URTEL qui ont reçu des notifications de fermeture à travers les préfets. Et c'est ce que nous avons condamné. Le président de l'URTEL a, au cours de cette conférence, démenti certains propos du communiqué de la HAC accusant l'URTEL d'injures. Notre communiqué peut-être a déplu la haute autorité de la communication qui a fait une sortie dans laquelle il y a certains aspects qui ont été attribués à l'URTEL. Nous sommes respectueuses des lois maliennes. C'est nous qui sommes là pour sensibiliser les gens à une cohésion sociale. Ce n'est pas à nous vraiment de lancer des invectives ou de faire des injures. C'est pourquoi on a tenu cette conférence pour clarifier nos propos, pour clarifier notre position. Les membres de l'URTEL se disent ouverts au dialogue pour régler cette épineuse question de la redevance. Ils déplorent cependant la menace qui plane sur la fermeture de certaines radios dans un contexte de crise où la communication est vitale pour le retour de la paix et de la stabilité. À Ségou, plus de 13 500 enfants, dont 47% de filles, sont inscrits de façon directe ou indirecte dans les écoles partenaires du programme d'appui à l'inclusion scolaire. Ces résultats ont été partagés lors de l'atelier du programme par les acteurs et partenaires de l'éducation malienne. Reportage à Fousseni Samaki. Cette phase 2 du programme d'appui à l'inclusion scolaire PAISD, mise en œuvre par l'Association pour le programme intégré de développement APIDEV, qui prend ainsi fin, a permis de réaliser des progrès remarquables en matière de scolarisation. Au total, plus de 13 500 enfants ont été inscrits dans les écoles partenaires de 21 communes dans les cercles de Nyono et Barouli en 4e région. Avec l'ONG APIDEV, le recrutement de beaucoup d'enfants et surtout des enfants marginalisés, cela a contribué vraiment à rehausser le niveau de scolarisation, en tout cas dans notre région. Les objectifs spécifiques étaient favoriser l'inscription des enfants non scolarisés de 7 à 8 ans en première année de l'enseignement fondamental, appuyer la réinsertion des enfants déscolarisés de 9 à 10 ans en deuxième année ou troisième année de l'enseignement fondamental à travers les cours de rattrapage, de contribuer à l'inscription des enfants non scolarisés et déscolarisés à travers les centres SSAP. Les sensibilisations dans les villages cibles ont contribué à l'amélioration du taux de scolarisation en 10 mois grâce à l'appui des animateurs, des comités de gestion scolaire et autorités scolaires locales. Ce projet a suffisamment apporté. Nous apprécions beaucoup ce qui a été fait et c'est l'occasion de remercier les partenaires UNICEF, l'Union européenne et l'ONG APIDEV qui ont rendu possible ces résultats. Le projet PAIS est une initiative du gouvernement malien et l'UNICEF qui vise à assurer l'accès à l'éducation dans un environnement protecteur et inclusif pour les enfants les plus marginalisés. À Sadiola, les responsables de la mine d'or CEMOS SA ont fait des dons à des personnes âgées de 8 villages non loin de la mine dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion pour un coût de 2 700 000 francs CFA. Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Les 2 personnes les plus âgées de Sekokoto dans la commune de Sadiola, à savoir Dankourou Touré et Sunguntumba Kamara, ont reçu la visite des responsables de la CEMOS SA avec à leur tête les autorités administratives du cercle ce mardi 24 octobre 2023. Ils ont apporté aux octogénaires un lot de présents comprenant des couvre-lits, tapis de prière, chapelets, moustiquaires et des enveloppes contenant chacune la somme de 100 000 francs CFA. Même exercice à Tabakoto, Bronkone, Sadiola, Neteko, Farabakuta, Srimana, Madina et Djamou. Pour la CEMOS SA, ce geste est un moyen de se rapprocher plus des communautés voisines de la mine d'or. C'est très important que la communauté connaisse le CEMOS, c'est leur ami. On n'a pas les étrangers ici, tout le monde c'est une famille. Solidarité dit, nous sommes ensemble. Et pour 7 mois, on veut continue pour utiliser les opportunités que les autorités locales ont données avec le gouvernement pour montrer que nous sommes ensemble. Le préfet par intérim du cercle de Sadiola dira que cette initiative de la CEMOS SA vient renforcer la dynamique enclenchée par les plus hautes autorités du pays. Vous avez vu qu'au début du mois d'octobre, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a donné le temps
en remettant des cadeaux à certaines personnes âgées à Bamako. Il a été suivi par le Premier ministre chef du gouvernement et certains membres du gouvernement. Donc c'est dire que c'est une activité qui est organisée dans l'ensemble du pays. Et la ville de Sadiola n'est pas restée en marche. Partout où la délégation est passée, des bénédictions ont été formulées non seulement à l'endroit des initiateurs, mais aussi et surtout pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Et vous pouvez vous rendre à la place Cannes à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako, pour vivre le Festival africain d'images virtuelles artistiques. Le thème retenu est « Art numérique pour l'équilibre social », les temps forts avec Ibrahim Kaoukonaté et Suleiman Diabati. Initié par le Centre Soleil d'Afrique, le Festival africain d'images virtuelles et artistiques est une rencontre des professionnels autour des arts numériques, d'où le thème « Art numérique pour l'équilibre social ». Le festival a commencé depuis janvier, dont on a organisé le premier atelier qui a réuni une dizaine d'artistes. Et après, on a organisé un autre atelier en mai et en septembre. Et tous les ateliers ont réuni au moins une dizaine d'artistes qui ont travaillé sur les arts numériques. Grâce au soutien du programme AWA, le ministère en charge de la culture et l'ambassade d'Allemagne au Mali, ce festival a pu mener des séances de formation à travers les ateliers sur les arts numériques. Cette édition spéciale du Festival africain d'images virtuelles et artistiques qui se déroule sous un thème très pertinent, comme je trouve, d'art numérique pour l'équilibre social. Je profite de cette occasion pour féliciter vous et le Centre Soleil d'Afrique pour ces multiples initiatives qui visent à promouvoir l'innovation dans le domaine des arts visuels. Pendant 3 jours, des causeries débats autour du thé, des expositions photos, projections de films et des concerts géants seront animés à la place de la Cannes, à la Galerie Médina et à l'espace Wallaha. Faisons à présent une visite à l'Union malienne des aveugles, l'UMAV. Vous savez, l'UMAV a 50 ans et le RTM a voulu faire un zoom sur les hommes et les femmes qui y sont. Dans ce centre, les pensionnaires qui sont en situation de handicap visuel fabriquent des produits comme la craie, les serpillères, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Alors que l'une des missions phares de cet établissement est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des handicapés visuels, l'UMAV sous les projecteurs de Aliou Abdoulaye Touré. Le livre de 91 pages intitulé « Des mines antinationales » est une métaphore qui fait allusion aux mines qui font éclater des États. Il s'agit de l'ignorance des croyances populaires et des mythes. Vous savez, l'État malien est encore à relever. Nous sommes en processus. Ce qui nous est arrivé n'était jamais arrivé par le passé. Donc pour qu'on sache ce qui est à l'origine de tout ça, j'ai formulé le titre de la sorte. Dans le livre, l'auteur passe au peigne fin la gestion du pays depuis l'avènement de la démocratie. Il porte la réflexion sur la crise malienne de 2012. Le livre se veut une contribution à la compréhension des enjeux et défis sécuritaires auxquels le Mali fait face. Ce que j'aimerais vraiment que les Maliens comprennent, c'est que nous sommes responsables principalement de ce qui nous arrive. Ce n'est pas l'extérieur. Ça, c'est vraiment très important dans ce que j'écris. Parce que je mets en exergue d'abord et surtout la responsabilité des Maliens eux-mêmes dans la crise que le Mali connaît. Et que la seule voie pour en sortir, ce n'est pas les prières, ce n'est pas le recours au marabout, au soma, ce n'est pas ça, c'est le travail. Le parrain s'est félicité du choix porté sur sa modeste personne avant de féliciter la qualité scientifique de l'ouvrage. C'est un événement scientifique et c'est pourquoi nous avons invité les étudiants, beaucoup d'étudiants sont là, et nous avons aussi des chercheurs, des doctorants, et j'espère qu'ils prendront comme exemple le travail du docteur Konaté pour faire rayonner la recherche au Mali. À travers tout ce qui a été dit et tout ce qui a prévalu dans la salle, je pourrais dire que en fait, cet ouvrage est honorique, comme on dit. C'est prémonitoire. La lecture du deuxième chapitre et du troisième chapitre nous montre que en fait, l'auteur est visionnaire. Alors, que sera le livre sans le lecteur? Il est disponible dans les librairies.
Et toutes nos excuses pour ce problème technique. C'était plutôt un reportage sur une présentation de livres, le reportage sur le MAV dans nos prochaines éditions. Et pour ceux qui aiment bouquiner, nous vous proposons cet ouvrage de Feu Nama Diarra intitulé « L'histoire de Mourdia, de sa création à nos jours ». L'auteur parle du village de Mourdia en mettant en exergue les moments de gloire de ce village. Un livre à retrouver désormais dans vos kiosques. Je le disais dans les titres, le Stade malien de Bamako, sacré champion du Mali de basket, a signé forfait et ne participera pas à la Ligue africaine de basket qui se tiendra au Cameroun du 31 octobre au 5 novembre. L'annonce a été faite ce matin par le directeur du club lors d'un point de presse à Seragatou Cissé. Le Stade malien de Bamako ne participera pas à la phase éliminatoire de la Ligue africaine de basket au Cameroun du 31 octobre au 5 novembre. Classé 3e au Rwanda en 2022, le Stade malien de Bamako n'est pas prêt pour aller chercher l'or. Plusieurs raisons expliquent ce forfait. La préparation du voyage, à savoir moyens financiers, les dispositifs de l'équipe n'étaient pas au point pour pouvoir participer dignement à ce tournoi. Nous avons déclaré forfait pour l'élite 16 de la saison 4. La direction du club, soucieuse de l'avenir des athlètes, a décidé de ne pas honorer les couleurs du Stade malien de Bamako. Le règlement est clair, on peut s'exposer à des sanctions. Mais comme on l'a dit, on est responsable, nous allons assumer nos responsabilités face à cela. Le Stade malien de Bamako, se trouvant dans le groupe A de l'élite 16 à Yaoundé, donnera de cheveux blancs à l'organisation avec le chamboulement du calendrier. En attendant la déclaration officielle de FIBA Afrique, les vainqueurs de la Coupe du Mali savourent leur sacre. Nous sommes lundi, place à la chronique santé qui s'intéresse à l'anémie, une maladie qui se caractérise par une insuffisance de globules rouges dans le sang. On peut également parler d'anémie en cas de perte de sang. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et Adama Kamara. Sibiri Sidibé est anémié et sous le traitement depuis plus de 2 ans à l'hôpital du Mali. Comme lui, beaucoup de personnes souffrent de cette maladie sans le savoir. L'anémie peut s'installer progressivement ou brusquement chez une personne. Que faut-il comprendre de la maladie? L'anémie se caractérise par une baisse d'un pigment qu'on appelle l'hémoglobine dans le sang. Et puisque ce pigment transporte l'oxygène, quand ça baisse, ça va entraîner des essoufflements, une blancheur. Donc, chez l'homme, le taux d'hémoglobine normal ne doit pas être inférieur à 13 chez un adulte. Et chez la femme, c'est 12. Donc quand ça baisse en dessous de ça, donc on peut être en situation d'anémie. Maintenant, en fonction de la profondeur, les signes cliniques vont varier. Si notre premier malade vient pour ses contrôles, la seconde du nom de Maïmouna Kamara est hospitalisée pour des soins. Ça a commencé par les maux de tête, surtout des vertiges. Je me sentais faible et tout ce que je mangeais, je vomissais. Nous sommes partis au niveau d'une première clinique qui a fait cas de palu. Donc ils avaient traité l'anémie mais sous forme de palu, mais ça n'a pas du tout marché. C'est en dernier lieu qu'ils ont vu que j'étais anémique. Donc c'est là maintenant qu'ils m'ont proposé de venir ici à l'hôpital du Mali. Et après quelques jours d'hospitalisation et de traitement, ça va, je me sens beaucoup mieux. Les causes de l'anémie peuvent être dues à un manque de fer, de vitamines, à des situations inflammatoires, entre autres. À l'hématologie de l'hôpital du Mali, cette pathologie constitue la première cause de consultation et elle peut être diagnostiquée et traitée dans toutes les unités médicales, comme par exemple la pédiatrie, la chirurgie ou l'infectiologie. Dans le traitement de certains patients, la prudence doit être de mise, sinon des complications peuvent arriver, selon le professeur Diallo. Et tous les cas que nous avons vus récemment sont des situations où il y a des saignements importants et souvent même certains malades ont eu des insuffisances rénales qui ont même nécessité la dialyse. Ces genres de patients, il faut être très prudent dans leur traitement et éviter autant que possible
la transfusion des produits sanguins labiles comme les concentrés de globules rouges et les concentrés de plaquettes. Il y a d'autres situations sur lesquelles la transfusion peut être indiquée, mais vraiment quand la vie du malade est en danger. Donc l'anémie peut être d'une cause simple avec un traitement facile, d'une cause plus compliquée avec des traitements plus compliqués. Je prends juste le cas par exemple des saignements importants. Tant qu'on n'a pas pris en charge rapidement le malade, il peut mourir. Et ça peut nécessiter des transfusions répétées qui peuvent aussi amener à développer des anticorps qui vont créer d'autres situations pouvant compliquer la prise en charge du malade. Ça peut être également les problèmes de cœur, les cardiopathies, l'insuffisance cardiaque, parce que dans les carences en fer, l'organisme a tout le temps de s'adapter et cette adaptation va se faire aux dépens du cœur qui va être obligé de pomper beaucoup. Cette sollicitation va entraîner une augmentation du volume du cœur, donc qui sera encore défaillant. Le traitement de l'anémie peut se faire dans une courte durée, tout comme dans une longue durée. Tout dépend de ce qui est à l'origine de la maladie. Et cette page noire, Alamfir Kouyaté, griot, fonctionnaire à la retraite, ancien membre du protocole de la présidence sous le président Moussa Traoré, nous a quittés hier soir. Les obsèques ont eu lieu aujourd'hui chez lui à Korofina, en commune 1 du district de Bamako. L'Alamfir Kouyaté est un patriote convaincu, cultivé et très sociable. Les hommages lui ont été rendus par sa famille, amis et anciens collaborateurs. Le reportage de Abdoulaye Sako dans nos éditions de demain. Dormez en paix, Baobab, que Dieu vous ouvre les portes de son royaume éternel. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu.